Le palais des papes fut aussi le lieu qui, par son ampleur, permit une transformation générale du mode de vie et d'organisation de l'Église. Il facilita la centralisation des services et l'adaptation de leur fonctionnement aux besoins pontificaux en permettant de créer une véritable administration. Les effectifs de la curie, de 200 à la fin du XIIIe siècle, étaient passés à plus de 500 personnes au XIVe siècle. À cela s'ajoutèrent plus d'1 millier de fonctionnaires laïcs qui purent œuvrer à l'intérieur du palais. Pourtant, celui qui, par sa structure et son fonctionnement, avait permis à l'Église de s'adapter pour qu'elle puisse continuer à remplir efficacement sa mission, devint caduc quand les pontifes avignonnais jugèrent nécessaire de revenir à Rome. L'espoir d'une réconciliation entre les christianismes latins et orthodoxes, joint à l'œuvre de la pacification des États pontificaux en Italie, avait donné des bases réelles à ce retour. À cela se joignit la conviction, pour Urbain V et Grégoire XI, que le siège de la papauté ne pouvait être que là où se trouvait le tombeau de Pierre, le premier pontife. Malgré les difficultés matérielles, l'opposition de la cour de France et les fortes réticences du collège des cardinaux, tous deux se donnèrent les moyens de rejoindre Rome. Le premier quitta Avignon le 30 avril 1362, le second le 13 septembre 1376, et cette fois, l'installation fut définitive. En dépit du retour de 2 antipapes lors du grand schisme d'Occident, de la présence constante du XVe au XVIIIe siècle de cardinaux légats puis de vice-légats, le palais perdit toute sa splendeur d'antan mais conserva, en dehors de l'œuvre de destruction, cet aspect que rapporte Montalembert. Je cite : « On ne saurait concevoir un ensemble plus beau dans sa simplicité, plus grandiose dans sa conception. C'est bien la papauté tout entière, debout, sublime, immortelle, étendant son ombre majestueuse sur le fleuve des nations, et des siècles qui roulent à ses pieds. »